Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Azelma Sigo. Donc, je suis auteure de science-fiction, de romans fantastiques, de romans d'anticipation. Là, j'attaque même un essai un peu plus politique, mais pour l'instant, tout ce qui est paru, c'est des romans de fiction. Et en fait, à côté de ça, je suis aussi une personne engagée dans différentes causes, que ce soit l'écologie, les injustices sociales, la cause animale, etc. En fait, je lutte depuis très très longtemps contre toutes les injustices qui sont perpétrées contre des individus qui sont soit faibles de par leur nature, soit qui n'ont pas la capacité de se révolter. En fait, ça me révolte profondément. Et voilà, donc ça c'est en parallèle à mon activité d'écrivain. Je suis écrivain officiellement depuis 2017. En fait, j'écrivais depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que tout ça était lié. Et en écrivant des romans fantastiques, je me suis mise tout naturellement à écrire sur des sujets de société. Donc évidemment, sans côté moralisateur ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y avait toujours ces sujets qui revenaient sur la table, que ce soit une critique de la société actuelle ou une société idéale. Donc, je vais vous parler de l'imaginaire comme vecteur de résistance, puisque pour moi, l'imaginaire est un moyen de résister, et ce, de différentes façons. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, j'ai focalisé ma conférence sur l'imaginaire dans la littérature. Bon, après, je vais parler de 2-3 autres sujets, mais globalement, je vais parler uniquement de la littérature. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que l'art est vecteur de résistance, puisqu'on l'a vu dans différentes guerres dans l'histoire, dans différentes crises, ou même dans des situations difficiles comme l'emprisonnement, l'art a permis aux gens de résister pour eux-mêmes et pour les autres. C'est-à-dire que c'est un moyen de s'évader, c'est un moyen d'évader les autres et de sensibiliser les lecteurs ou les personnes qui s'intéressent à l'art, aux œuvres d'art concernées, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si j'ai le temps à la fin de la conférence, je vous parlerai un peu de ce que j'ai fait moi comme livre, mais bon, c'est pas le sujet. Je verrai si j'ai le temps à la fin. Je vous raconterai voilà, quelques résumés de livres. Mais je vais commencer par la première partie. Donc, résister pour soi. Résister pour soi, c'est-à-dire en fait, l'imaginaire, ça permet même déjà en psychologie de s'évader de situations difficiles. On voit en psychologie, les enfants souvent s'inventent des mondes imaginaires. Alors, des fois, simplement parce que ce sont des enfants, hein, tous les enfants passent par là. Mais en plus, ça peut aussi permettre de fuir des situations très difficiles, ou voire même des traumatismes. Il y a des psychiatres qui ont dit que les amis imaginaires, par exemple, ça permettait justement de s'évader de situations familiales toxiques, par exemple. Et puis de s'exprimer à des êtres inventés, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire pour de vrai. Donc ça s'est vu. Après, en psychologie, en psychiatrie aussi, il y a des personnes qui ont des doublements de personnalité. Donc c'est pareil, c'est rigolo, même si c'est pas de l'art à proprement parler, hein, bien sûr. C'est rigolo de voir comme le cerveau a cette capacité de se créer un univers imaginaire jusqu'à carrément créer une nouvelle personnalité. Donc c'est quand même assez fabuleux. Et on voit que c'est en fait un processus complètement naturel, l'imaginaire. Alors on le voit aussi dans des situations concrètes, dramatiques, comme l'emprisonnement ou même les camps de concentration. Par exemple, en 1941, sous l'occupation, Jean Cassou a été emprisonné. Et on a retrouvé des milliers de poèmes en fait, qu'il avait écrits. Donc pareil, hein, des poèmes, c'est pas des romans, mais ça fait jouer aussi l'imaginaire, et ça permet de s'exprimer sur des choses très très difficiles parfois, avec des mots beaucoup plus doux. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres en fait, hein. Là, je vais vous donner vraiment plein de petits exemples, mais c'est vrai que les situations sont diverses. Je suis spécialiste de rien, ni historienne ni experte, mais simplement je vous montre ce que j'ai observé en fait. Donc ensuite, dans les camps de concentration aussi, par exemple à Buchenwald, il y a le petit Walter Spitzer qui avait 16 ans, et lui, il a troqué des rations de nourriture contre des bouts de papier. Il a écrit, il a dessiné, énormément. Et en fait, ça lui a permis de fuir sa condition et pareil, de s'exprimer. Ça a été, ça figure même dans des musées maintenant. En République tchèque aussi, on a observé carrément des pièces de théâtre, des personnes qui étaient dans les camps. Alors bien sûr, c'est pas dans tous les camps hein, qu'on peut monter des pièces de théâtre, mais ça a existé. Et pareil, des histoires complètement fictives, complètement imaginaires. Donc voilà.
encore un exemple de ce que peut produire l'imaginaire dans des situations terribles. Et puis pour faire face à la censure aussi, parce que quand on critique, quand on est engagé, quand on critique son gouvernement, et ben quand on utilise des récits imaginaires, ça permet d'échapper à la censure, parce qu'on va critiquer une société sans nommer les gens ni nommer les lieux directement. Donc, alors bien sûr, ça ne marche pas toujours, mais ça permet d'avoir un temps d'avance. Mais bon, quand on voit qu'en Chine, ils ont réussi à censurer le film Tomb Raider, le berceau de la vie, on se dit que bon, on a beau utiliser l'imagination, ça ne marche pas toujours. Pareil, même il y a carrément des BD de Tintin qui ont été censurés parfois juste à cause du capitaine Haddock qui buvait de l'alcool. Donc au niveau créativité pour la censure, les gouvernements sont très forts, mais c'est vrai que l'imaginaire permet de faire passer des messages et surtout de s'attaquer carrément à son gouvernement plus facilement que si on écrivait un essai politique directement. Et ensuite, il y a résister pour les autres. Alors résister pour les autres, en fait, ce que j'entends par autre, c'est le bien commun. C'est-à-dire, on va, à travers des écrits imaginaires, on va sensibiliser les gens. Alors pas forcément directement ni consciemment, mais c'est vrai que tout le monde ne lit pas des textes d'analyse politique ou d'essais. Par contre, on va plus facilement lire une fiction et du coup s'intéresser à l'écologie ou par exemple la cause animale alors qu'on s'était jamais intéressé, juste parce que dans l'histoire, il y a un passage sur ce sujet. Et donc, je vais vous donner quelques exemples très, très connus d'auteurs et de livres du genre fantastique ou science-fiction qui sont également des critiques de la société. Donc, dans le fantastique, par exemple, donc le fantastique, pour ceux qui ne sauraient pas, sans parler de la fantaisie, parce que parfois on sépare fantaisie et fantastique. Fantastique, c'est vraiment, on se base sur un monde réel, et puis dans ce monde réel, il va y avoir de la magie ou des phénomènes un petit peu magiques. Par exemple, Harry Potter, c'est du fantastique. Eh bien, dans le fantastique, j'ai relevé par exemple Marcel Aimé. Et oui, ça peut paraître étonnant de parler de cet auteur-là dans ce domaine. C'est vrai qu'à l'époque, on n'utilisait pas forcément le mot fantastique pour décrire ce genre. On le classe dans les auteurs classiques. Et pourtant, en fait, il y a plusieurs livres qu'il a écrits qui sont carrément fantastiques, quoi. Sans parler des Contes du Chat Perché, mais donc le recueil de nouvelles Le Passe-Muraille, c'est clairement un livre fantastique. Et pour moi, c'est une très très grande inspiration, ce livre. Donc il a été écrit en 1941, encore sous l'occupation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Marcel Aimé, donc il est mort en 1967 et c'était un militant notamment contre la peine de mort. Et dans le recueil de nouvelles Le Passe-Muraille, il va parler de cette situation de guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du milieu ouvrier et de la lutte contre le régime totalitaire. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est pas du tout, même si c'est des situations dramatiques qu'il va décrire, il y a énormément d'humour. Et c'est vrai que l'humour combiné à l'imaginaire, c'est pareil, ça fait passer, on peut faire passer des messages très sérieux et des situations très graves, mais voilà, l'humour, ça fait passer plein de choses. Et en plus, il va montrer surtout, il va mettre en avant l'absurdité des situations générées par les gouvernements et par les humains en général, parce que même au sein de ces personnages ouvriers, des fois, il y a des situations super cocasses. Et par exemple, j'ai relevé par exemple la nouvelle que j'adore qui s'appelle La Carte. La Carte, ça a inspiré d'ailleurs le film Time Out, c'est-à-dire que c'est chacun en fait a un nombre de jours qui est attribué, un nombre de jours à vivre sous forme d'une carte à coupons. Et selon le degré d'utilité de la personne, selon sa condition, selon son travail, etc. Selon son utilité dans la société, on va lui attribuer un nombre de jours. Et ça va générer des situations complètement folles. Il va y avoir un trafic de coupons. Enfin, voilà, donc ça, je trouvais que c'était assez rigolo. Alors, est-ce qu'il a voulu vraiment alerter les gens sur la société ou juste il s'est inspiré de ce qu'il vivait? En tout cas, c'est clair que ça fait poser question. Quand on a fini le livre, on a envie de s'intéresser à cette période de l'histoire. Après, j'ai relevé aussi Orson Scott Card. Alors, bon, pareil, très connu cet auteur. Lui, c'est un auteur américain qui est toujours en vie d'ailleurs, qui est né en 1951. Et parmi ces nombreuses œuvres que vous connaissez certainement, comme le cycle d'Ender par exemple, il y a les chroniques d'Alvin le Faiseur. Donc c'est sur 6 tomes, et le 7e fils, c'est le premier tome.
Alors là, Orson Scott Card, pour le coup, il n'est pas du tout engagé dans la vie, ou en tout cas pas publiquement. Mais pourquoi j'ai relevé ce bouquin, c'est que déjà, il y a une ambiance. Alors on est dans les années 1800, donc au moment de la colonisation de l'Amérique. Donc il y a très peu d'États à ce moment-là aux États-Unis, et la nature est vraiment prépondérante, donc il y a vraiment un lien avec la nature extrêmement fort, et limite c'est un peu un discours écolo. Et surtout, on va s'intéresser à la condition des Amérindiens, de l'esclavage aussi, et du poids des religions. Bizarrement, puisque Orson Scott Card est mormon, mais ça ne l'empêche pas de critiquer la religion dans ce bouquin. En tout cas, c'est le message qui est transmis dans ce livre. Et voilà, je trouve que ce livre, même s'il n'est pas engagé à proprement parler, pareil, il fait réfléchir sur la société, sur la condition humaine. Enfin, je trouvais que c'était assez important d'en parler. Et surtout, Orson Scott Card, à chaque fois dans ses bouquins, ses personnages principaux, c'est des enfants. Et donc, ça fait aussi, ça permet de sensibiliser aussi les enfants à ce genre de situation très politique à chaque fois. C'est limite des récits initiatiques. Après, je vais vous donner quelques exemples en dystopie. Alors la dystopie, bon, c'est un terme qui est très à la mode, mais en fait, c'est simplement l'inverse de l'utopie. C'est-à-dire que les récits dystopiques, c'est des récits d'anticipation, hein, mais dans des mondes très sombres. Donc ça va être la dictature, la répression, même des situations, des mondes post-apocalyptiques. Et donc en dystopie, alors souvent les auteurs de dystopie, on dit qu'ils sont visionnaires. Alors tous leurs récits ne se réalisent pas, heureusement d'ailleurs, mais on a quand même quelques exemples assez troublants. Donc, par exemple, Aldous Huxley, donc c'est un Anglais, hein, humaniste, pacifiste et satiriste, qui est mort en 1963, et dans Le meilleur des mondes, qui est un de ses ouvrages les plus connus, mais voilà, cette petite citation, pour moi, elle fait écho à la situation actuelle. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ça, je suis désolée, mais si on ne pense pas à ce qui se passe maintenant, en tout cas, c'est bien limité. Et ce qui est rigolo, surtout, c'est qu'il a écrit ce livre, Le meilleur des mondes, en 1932. Donc ça fait quasiment 100 ans. Et il ne s'est pas vraiment trompé, même si on n'arrive pas non plus à ce niveau-là, hein, mais il sait ce que nous réserve l'avenir. Donc dans ce livre, il va dépeindre un peu les dérives des progrès de la science, et voilà, l'anti-humanisme. Le monde est divisé en plusieurs castes selon la constitution intellectuelle et biologique de chacun. Et puis il va aussi parler un peu des dangers de la mondialisation à venir, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Et puis il va aussi montrer voilà, la dictature. Ensuite, j'ai sélectionné 1984, hein, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. On en parle énormément en ce moment. Donc pareil, c'est un livre qui est assez vieux, puisqu'il a été écrit en 1949. George Orwell, pareil, en anglais, révolutionnaire, nationaliste. Il a été assez engagé en politique, et également dans ses propos contre le totalitarisme nazi et soviétique. Et on le ressent beaucoup dans ce livre-là. Donc vous le savez sûrement, mais je vous le répète quand même, ce bouquin, ça va parler de la surveillance massive, Big Brother. Il va inventer le téléécran. À l'époque, c'est inconcevable, mais maintenant, en fait, c'est nos smartphones, hein, tout simplement, c'est nos ordinateurs. Il va parler aussi des tortures en prison. Donc pareil, hein, la conséquence de la dictature. Et puis, il va inventer la novlangue, ce fameux vocabulaire où, en politique, on inverse des mots pour faire passer des choses sans être vraiment transparent, et puis en dénaturant totalement le sens des mots. Donc, lui va dire la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, ou l'inverse, je ne sais plus. Nous, en 2020, quand on dit les gardiens de la paix pour parler des forces de l'ordre, par exemple, c'est un très bon exemple. Enfin voilà, donc pareil, très rigolo à quel point il a été visionnaire, et surtout à quel point il a utilisé l'imaginaire pour critiquer la société dans laquelle il vivait à cette époque-là. Et encore pareil, comme vous pouvez le constater,
C'est souvent dans des situations de crise ou de guerre que les plus grands livres de science-fiction et d'anticipation ont été écrits. Bah, forcément, parce qu'on est inspiré par ce qu'on vit. Ensuite, toujours George Orwell, La ferme des animaux. Alors, ce livre-là, il a été écrit un tout petit peu plus tôt, 1945. Un peu moins connu, mais pourtant très important pour moi. Ça se lit un peu comme une fable, hein, c'est les animaux qui prennent le pouvoir sur les hommes. Sauf qu'en fait, les animaux, finalement, ils reproduisent la même société qui est décriée au départ, c'est-à-dire, pareil, la dictature, en fait. Donc là, c'est une satire aussi du régime soviétique, et ce qui est rigolo, et du stalinisme. Et ce qui est rigolo, par exemple, c'est que les animaux, donc c'est des cochons qui ont le pouvoir, et dans leur commandement, par exemple, il y a tous les animaux sont égaux entre eux, mais certains le sont plus que d'autres. Pareil, on en revient un peu à la novlangue, et puis on voit un peu la contradiction qu'il peut y avoir des fois dans les discours politiques et dans les actes qui suivent derrière. Après, René Barjavel. Bon, vous connaissez sans doute aussi, hein, j'ai pris vraiment ce qui était le plus connu, donc Ravage, son livre le plus célèbre, René Barjavel, un Français qui est décédé en 1985. Ravage a été écrit en 1943, sous l'occupation, encore une fois. Barjavel, c'était un antimilitariste, qui le disait publiquement. Et dans ce livre, il va critiquer les dérives technologiques qui pourraient arriver plus tard, puisqu'en fait, il imagine la société de 2052. Donc le livre a été écrit en 1943. Vous voyez un peu l'époque. Donc là, il va parler de voilà, la société est carrément dirigée par les technologies, c'est-à-dire que les humains sont totalement dépendants à ces technologies, et puis à un moment donné, il y a un arrêt d'électricité, et donc les gens ne savent plus comment vivre sans ça. Donc c'est cette déshumanisation qui est critiquée. Après, j'ai choisi de sélectionner un auteur contemporain français, c'est Alain Damasio, vous le connaissez sûrement. Alain Damasio, qui est né en 69, il a écrit 3 romans, dont La Horde de Contrevent et puis Les Furtifs, là, en 2019. Damasio, lui, il a soutenu publiquement la cause palestinienne, par exemple. Il a défendu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, récemment, les Gilets jaunes aussi. Donc, il s'est vraiment engagé publiquement. Et dans ce livre-là, il invente une société de contrôle, en fait. Hein. Donc, c'est pareil, c'est une critique de ce qui se passe un peu maintenant et puis d'un avenir proche. Surtout, on le voit en ce moment avec les drones, c'est un peu ça. Après, je vais parler d'un genre qui est un peu moins connu. Bizarrement, quand c'est positif, on le connaît moins. Et là, c'est l'utopie. Alors, l'utopie, c'est... Alors, souvent, utopie, c'est un peu... comment dire, c'est un mot un peu négatif pour les gens parce qu'on dit ah, quand t'es utopiste, t'es rêveur. Voilà, sauf que l'utopie, c'est pas irréalisable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La définition de l'utopie, c'est un plan imaginaire de gouvernement pour une société future idéale jugée irréalisable. Mais pour autant, c'est pas forcément irréalisable. Par exemple, quand on a imaginé un avion voler la première fois, je pense que pour les gens, c'était impossible, et puis finalement, c'est arrivé. Donc voilà, je dis ça parce que je suis utopiste, hein, et fière de l'être. Et donc, dans le genre imaginaire de l'utopie, il y a eu quelques livres, et je vais vous mettre en avant 2 bouquins, qui sont à la fois politiques et imaginaires. Donc, il y a Thomas More qui a écrit en 1516, donc ça ne date pas d'hier, Utopia, qui est un livre clairement politique. D'ailleurs, lui-même était un politicien, hein, un humaniste et un philosophe. Et ce bouquin a été énormément controversé. Il était écrit en latin, donc Thomas More anglais, et dans ce livre, il va critiquer la royauté. Donc il y a plusieurs parties dans ce livre, et il y a toute une partie complètement imaginaire, où il invente une île qui s'appelle Utopia, et où il n'y a plus de propriété privée, c'est la paix, l'égalité pour tous, il y a beaucoup moins de travail, enfin, c'est vraiment la société idéale. Et ensuite, il va faire des propositions concrètes de ce monde idéal. Bon, il va être décapité quelques années plus tard, hein, Thomas More. Mais c'est un livre qui a carrément, qui a même donné la définition au mot utopie. Donc pour vous dire à quel point c'était important. Et là, très récemment, c'est en 2016, donc pour les 500 ans de Utopia, justement, il y a Émeric Caron, qui est, vous connaissez sans doute, un chroniqueur politique,
pareil, assez controversé, hein, je ne dis pas ça pour vous faire de la propagande pour lui. Simplement, il a repris ce livre et pareil, il a mêlé politique et récit imaginaire, puisque dans ce livre, il va aussi, il va carrément écrire un discours imaginaire entre lui-même et un homme qui reviendrait de cette île Utopia pour lui raconter comment c'est au quotidien. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc voilà, puis pour finir, avant les questions, si vous en avez, je vais regarder. Je ne suis pas encore très à l'aise avec Discord. Je vais vous parler un peu de mes 2 livres les plus à la fois engagés et science-fiction. Donc j'ai Absurditaire. Absurditaire qui a été édité il y a 2 ans, qui est un roman de science-fiction et fantastique en même temps. Et en fait, dans ce livre, je vais décrire les absurdités de l'humanité. Donc à la base, en fait, c'était un recueil de nouvelles. Et je voulais condenser dans ce recueil toutes les absurdités humaines que j'avais en tête, c'est-à-dire pouvoir, argent, conquête, exploitation animale, frontières, voilà. Donc à travers des petites nouvelles assez courtes et avec beaucoup d'humour, mais voilà, en pointant les défauts de la société. Et puis finalement, j'ai transformé ce recueil de nouvelles en roman. Et donc la trame de ce roman, c'est un futur idéal, un futur utopique. Donc en l'an 3000, un professeur raconte à ses élèves ce qui s'est passé dans le passé, un passé qui a été caché aux gens qui vivent dans ce monde idéal. C'est-à-dire que les habitants de ce monde n'ont pas d'autre père qu'un monde totalement paisible, voilà, sans argent, ni guerre, ni rien en fait, jusqu'au jour où ce prof raconte ce qui s'est passé avant. Et là, les enfants, avec stupeur, vont découvrir ce que c'est, par exemple, qu'un billet de banque, une télévision, une arme à feu, des choses qui sont pour eux complètement impossibles. Donc voilà, donc j'ai mêlé vraiment humour et en même temps satire politique dans ce livre. Et ensuite, j'ai écrit Les éphémères sont éternels. Les éphémères sont éternels, c'est un livre de science-fiction. Alors là, c'est plus un roman d'aventure où on va suivre des personnages dans un futur, alors là, pour le coup, pas du tout utopique, c'est la dictature. L'immortalité est rendue obligatoire, la croissance est arrêtée à l'âge de 23 ans, âge le plus productif. Donc bien évidemment, on se doute, c'est une magouille politique. En fait, c'est le gouvernement qui a établi une sorte de pacte avec les lobbies pharmaceutiques pour imposer aux gens un sérum qui coûte très très cher et qui permet de ne plus vieillir et donc de ne plus mourir. Alors au début, les gens sont plutôt contents de ne plus mourir et finalement, ils se lassent très très vite. En plus, ils sont accros à cette substance et ils vivent éternellement tout simplement pour travailler pour se payer cette injection. Donc c'est plus du tout une vie rêvée, mais ils sont coincés dans cette situation. Alors évidemment, qui dit immortalité dit surpopulation, donc il est interdit de faire des enfants, mais des enfants vont naître quand même secrètement. Et ces enfants-là, c'est les éphémères, puisque eux, ils peuvent mourir, ils n'ont pas eu l'injection. Et ils sont obligés de se cacher. Et à l'inverse des éternels, qui sont blasés, qui n'ont plus de rêves, plus de projets, les éphémères ont énormément de projets, énormément de rêves. Ils ont même des capacités un peu étonnantes. Alors, tout est expliqué dans le livre, je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, ils vont se servir de ces capacités-là pour, entre guillemets, éveiller les consciences et en tout cas alerter les gens sur leur situation d'esclaves et faire changer les choses. Voilà, en gros. Et là, j'ai écrit la suite qui s'appelle Les silencieux n'en pensent pas moins, qui parle c'est toujours dans le même univers, mais un peu plus tard. Et je vais beaucoup parler de nature, les animaux, les plantes, les ouvriers. En gros, les silencieux, ce sont les opprimés qui n'ont jamais pu prendre la parole et qui vont enfin pouvoir s'exprimer. Toujours pareil. Critique de la société, évidemment, mais voilà. Tout ça dans des histoires fictives avec des personnages qu'on va vraiment suivre de bout en bout. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Et je vais essayer de répondre à vos questions si j'arrive à virer mon truc. Comment je vais faire? Non, je n'arrive pas. Alors, excusez-moi, je vais y arriver. Parler au conférencier. Alors,
Merci, merci, peut se réveiller de la vie, car la vie est un rêve de la mort. Ouais, pas bien compris. Une fiction peut toucher les gens dépolitisés. Bah oui, c'est ça, justement. C'est en ça que la fiction est très importante. C'est qu'on peut toucher des gens qui ne se sont jamais politisés, qui ne se posent même pas la question, qui ne s'intéressent pas à la politique, ce qui n'est pas forcément un défaut, hein. Mais au moins, ça permet de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, en effet. Ok, très intéressant, merci. Pas lu encore Absurditaire. Eh ben, il faut le lire, Absurditaire. J'ai adoré Les Éphémères, merci. L'utopie des uns et peut-être la dystopie des autres. Bah oui, ça c'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'il y a autant d'œuvres de littérature d'ailleurs. Ça permet de s'exprimer selon ses propres opinions et il y a autant de monde que de cerveau. Donc justement, c'est ça qui est beau dans cet univers. Alors justement, ce que j'ai pas dit aussi, pourquoi je me suis tournée récemment vers les essais politiques et que j'ai arrêté la science-fiction, mais c'est pour mieux la retrouver après, hein, bien sûr. C'est juste pour faire une petite pause. C'est que les événements vont trop vite. C'est-à-dire qu'en 1949, quand Orwell il a inventé 1984, bon, il avait de la marge. Puis on ne pouvait pas s'imaginer qu'un truc pareil allait arriver, quoi. Enfin, il y avait quelques indices, mais à ce point-là. Mais là, on écrit, on invente. Par exemple, dans Absurditaire, je parle des insectes pollinisateurs qui sont remplacés par des drones. J'écris ce livre, il sort, et là, j'apprends qu'en Chine, bah, c'est le cas, en fait. Donc, il y a des abeilles, maintenant, c'est des petits robots. Donc voilà, l'actu va trop vite. Alors pour nous, les auteurs de science-fiction, parfois c'est difficile d'imaginer un autre monde. Donc bon, on peut toujours le faire, mais... Alors Floriane, dirais-tu que l'imaginaire est apologétique? Bon alors là, ma cocotte, je sais que tu es prof de français, mais je comprends pas trop ce mot. Désolée. Est-ce que tu crois que l'imaginaire peut donner envie à certains de militer, changer la société? Bah, ça serait chouette. Bon après, je pense que... ouais, bah, pourquoi pas, j'espère en tout cas. Moi, j'ai eu quelques retours de lecteurs qui m'ont dit ah bah tiens, je m'étais jamais intéressée à ça. Ah bah tiens, je vois la société autrement. Ça, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse faire à un auteur d'anticipation, ça c'est clair. Bon, je vais pas vous ennuyer plus longtemps. Il est 17h30. Je préfère faire court et bien que long et chiant, m'exprimer ainsi. Donc, je vous propose de me retrouver sur mon stand numéro 1. Voilà, et on pourra discuter plus longuement. À bientôt.